La pièce était plongée dans la pénombre. Il était 1h31 du matin, le 13 janvier 2021, lorsque Lisa Montgomery fut déclarée sans vie. Sa respiration s'arrêta. Le médicament létal parcourut son corps et l'État de l'Indiana referma un chapitre qui avait bouleversé le pays. Lisa fut la première femme en près de 70 ans à recevoir ce type de sentence au niveau fédéral aux États-Unis. Ce fait, à lui seul, marqua une sombre étape dans l'histoire judiciaire de la nation. Mais qui était-elle avant les gros titres? Pourquoi a-t-elle fait ce qu'elle a fait? Et que nous dit son histoire sur les défaillances du système qui l'a laissé tomber? Ce n'est pas seulement une affaire criminelle. C'est une histoire d'abandon, de maladie mentale non traitée, de décisions extrêmes prises par un esprit brisé. Et c'est aussi l'histoire d'une victime qui, dans un tournant tragique, devint une bourreau. Ici, nous n'allons rien justifier. Mais nous allons essayer de comprendre. Car, comme vous le verrez, la vie de Lisa Montgomery fut un enchevêtrement de douleur et de négligence qui culmina en un acte d'horreur incompréhensible pour beaucoup, mais qui, en l'examinant de près, révèle des blessures humaines profondes. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, il faut remonter dans le temps, jusqu'à un petit village tranquille qui, soudainement, se retrouva plongé dans un cauchemar. Skidmore, Missouri, 16 décembre 2004. Bobby Jo Stinnett, âgée de 23 ans, était chez elle en attendant la visite d'une femme avec qui elle avait discuté sur Internet. Bobby Jo, une jeune femme pleine de vie et de rêves, était enceinte de 8 mois et demi et débordait d'enthousiasme à l'idée de partager son expérience avec une autre passionnée des rats terriers, sa grande passion. Le rendez-vous était fixé pour ce jour-là. L'attente dans l'air était presque palpable. Mais ce que Bobby Jo ne savait pas, c'est que cette femme, qu'elle considérait comme une amie potentielle ou une cliente, avait un autre plan, un plan macabre et minutieusement orchestré qui allait changer sa vie, et celle de beaucoup d'autres, à jamais. Lisa Montgomery avait contacté Bobby Jo en se faisant passer pour Darlene Fisher sur des forums d'éleveurs de chiens. Elle avait feint un intérêt sincère pour en acheter un, une façade de normalité qui cachait une obscurité croissante. Mais derrière ce message innocent se cachaient des semaines, peut-être des mois, de préparation. Lisa n'a pas agi sur un coup de tête. Chaque étape fut calculée. Elle avait étudié sa victime, son domicile, ses habitudes. Elle savait quand Bobby Jo serait la plus vulnérable, seule, plongée dans la tranquillité de son foyer. Cette préméditation est un détail glaçant, car elle démontre que l'acte ne fut pas une explosion incontrôlée de folie, mais l'aboutissement d'un plan dérangeant. Aux alentours de midi, Lisa arriva à la maison. L'atmosphère apparemment normale ne dura pas. Il ne fallut que quelques minutes avant que la violence ne prenne le dessus. La scène laissée par les enquêteurs fut effrayante, quelque chose qui hantrait les investigateurs pendant des années. Bobby Jo fut étranglé jusqu'à perdre connaissance, un acte brutal qui la laissa sans défense. Puis, avec un sang-froid terrifiant, Lisa utilisa un couteau de cuisine pour pratiquer une césarienne improvisée et brutale. Elle sortit le bébé, une petite fille, et s'enfuit avec elle dans les bras, laissant la jeune mère se vider de son sang sur le sol. Comment un esprit humain peut-il concevoir et exécuter une telle horreur? Cette question resta présente dans l'esprit de tous. Lorsque le mari de Bobby Jo arriva peu après, ce qu'il trouva fut le début de son propre cauchemar. Le corps de sa femme gisait là. Elle respirait encore. Un souffle de vie ténu qui s'accrochait, un dernier soupir d'espoir qui allait s'éteindre. Mais pas pour longtemps. Bobby mourut peu après, et la nouvelle devint nationale en quelques heures. L'histoire de la jeune femme enceinte, la cruauté du crime et l'enlèvement du bébé captèrent l'attention et l'indignation de tout le pays. La recherche de la petite et de sa ravisseuse devint une priorité nationale, mobilisant les autorités et tenant la population en haleine. Pendant que la police lançait une recherche frénétique, Lisa Montgomery se trouvait à des centaines de kilomètres de là, à Melbourne, Kansas, un petit village, ignorant la tragédie qu'elle avait déclenchée. Là, elle arriva chez elle et présenta le bébé comme sa propre fille nouveau-née. Un mensonge élaboré avec une audace qui déconcerterait tout le monde. Elle appela même des membres de la famille pour leur montrer la petite, cherchant peut-être à valider sa fantaisie ou simplement à masquer la vérité sous une couche d'apparente normalité. Personne ne soupçonna rien, au début.
Le bonheur et le soulagement d'une nouvelle mère semblaient sincères aux yeux de ceux qui l'entouraient. Mais les agents du FBI étaient déjà sur ses traces. La technologie, bien que naissante dans certains domaines à l'époque, devint un outil crucial. Grâce aux messages en ligne, à l'empreinte numérique que Lisa, sans le savoir, avait laissée, ils retrouvèrent son lien avec Bobby Joe. Le faux profil, l'échange d'emails, l'adresse IP. Chaque miette d'information numérique pointait inexorablement vers Lisa. Le filet se refermait lentement, mais sûrement. L'enquête fut un témoignage de la persévérance des forces de l'ordre, qui travaillèrent sans relâche pour dénouer la supercherie et traduire en justice la responsable. Le lendemain, des agents fédéraux arrivèrent chez elle, le point culminant de la recherche. Là, ils la trouvèrent, avec la fillette dans les bras. Le contraste entre la chaleur de cette étreinte maternelle fausse et la froide réalité des chefs d'accusation à venir était brutal. Lisa n'opposa aucune résistance. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Sa réaction fut troublante, un silence qui en disait long. Elle remit le bébé sans comprendre pleinement que son monde venait de s'effondrer. C'était comme si une partie d'elle était absente, déjà déconnectée de la réalité qui l'entourait. Ce moment marqua la fin de sa fantaisie et le début de sa longue descente à travers le système judiciaire. La fillette fut rendue à sa famille biologique, saine et sauve. Un rayon de lumière au milieu de l'obscurité, un miracle qui atténua une partie de la douleur. Les étreintes et les larmes de soulagement de la famille Stinnett émurent la nation. Mais rien ne pouvait réparer le vide laissé par Bobby Joe. La joie de retrouver la fillette était teintée par la peine profonde de la perte. Et rien ne préparait Lisa à ce qui allait suivre. Car même si le bébé avait été sauvé, le destin de Lisa Montgomery était déjà scellé par les conséquences de ses actes, et le chemin vers la justice serait long et tortueux, rempli de complexité qui défierait la compréhension du public. Lisa Montgomery fut accusée d'enlèvement ayant entraîné la mort, un crime fédéral, et son procès débuta en 2007. Ce ne serait pas un procès ordinaire. Il devint une scène où seraient débattus non seulement les faits du crime, mais aussi l'intrication entre culpabilité et santé mentale. Dès le départ, sa défense argua qu'elle souffrait de graves maladies mentales, dont une psychose dissociative. Les avocats de la défense dressèrent le portrait d'une femme profondément perturbée, une victime de circonstances qui l'avaient poussée aux limites de la raison. On présenta également des preuves des abus qu'elle avait subis durant son enfance, un historique de traumatisme remontant à l'enfance, des lésions cérébrales et une longue histoire de souffrances non traitées. On parle d'un schéma d'abus sexuels et physiques ayant commencé très tôt et ayant perduré pendant une grande partie de sa vie, une vie marquée par la violence et l'abandon. La défense cherchait à montrer que Lisa n'était pas simplement une criminelle, mais une personne dont le développement et la stabilité mentale avaient été irrémédiablement endommagés par des années de souffrance. Ces arguments, bien que puissants dans leur tentative d'humaniser l'accusé, se heurteraient à la brutalité des preuves du crime. Mais le jury ne fut pas ému. La brutalité de l'acte, la planification manifeste et la nature choquante de l'enlèvement du bébé éclipsèrent, pour beaucoup, toute considération concernant l'état mental de l'accusé. Le ministère public, quant à lui, adopta une stratégie directe et implacable. Ils montrèrent des images graphiques du crime, détaillant la scène et les souffrances de Bobby Joe. Ils soulignèrent la préméditation et la minutie de l'acte, arguant que Lisa avait étudié sa victime, planifié leur rencontre et exécuté le crime avec un sang-froid calculé. Ils affirmèrent que Lisa savait ce qu'elle faisait, qu'elle n'était pas déconnectée de la réalité et qu'elle avait soigneusement prévu chaque étape. Pour le procureur, la sophistication de la tromperie et la brutalité de l'attaque démontraient que Lisa était pleinement consciente de ses actes et de leurs conséquences. Dans leur argumentation, la douleur et la dévastation de la famille de Bobby Joe constituaient le centre du récit, en quête de justice pour le crime atroce qui avait été commis. Elle fut déclarée coupable et condamnée à mort. La décision résonna dans tout le pays, et pour beaucoup, ce fut un verdict juste, le résultat d'un système cherchant à équilibrer la balance de la justice. Pour d'autres, cependant, le verdict souleva de sérieuses questions quant à la capacité du système à traiter la complexité de la maladie mentale dans le contexte des crimes passibles de la peine capitale. La condamnation à mort ne clôtura pas le débat, mais l'intensifia, marquant le début d'une nouvelle et longue bataille judiciaire. Lisa passa plus de 13 ans dans le couloir de la mort au Centre médical fédéral de Carswell, au Texas.
un lieu où le temps semble suspendu et où la réalité de la peine capitale plane à chaque instant. Durant ces années, sa santé mentale continua de se détériorer de façon alarmante, un processus qui, pour ses défenseurs, constituait une preuve irréfutable de son inaptitude à être exécutée. Souvent, elle parlait seule pendant des heures ou écrivait des lettres contenant des messages décousus et dénués de sens apparent. C'était le reflet d'un esprit qui s'effilochait lentement, pris au piège dans un labyrinthe de pensées incohérentes et de perceptions déformées. Elle fut diagnostiquée à plusieurs reprises par des experts indépendants comme incapable de comprendre la réalité. De nombreux psychiatres et psychologues évaluèrent son état et leurs rapports étaient concordants. Lisa était profondément malade, sa capacité à comprendre la raison de son emprisonnement et l'imminence de son exécution était limitée, voire inexistante. Sa souffrance mentale était palpable pour ceux qui interagissaient avec elle et elle devint le cœur de la lutte acharnée de ses avocats pour lui sauver la vie. Ses avocats demandèrent une révision du dossier et une grâce présidentielle, s'appuyant précisément sur sa condition mentale. Ils présentèrent des arguments convaincants sur l'impact de son traumatisme infantile et la progression de sa maladie mentale. À plusieurs reprises, des psychiatres affirmèrent que Lisa ne comprenait pas qu'elle allait être exécutée, ni pourquoi. Pour eux, exécuter une personne dans un tel état n'était pas seulement cruel, mais aussi une violation des principes éthiques et juridiques fondamentaux. Ils soutenaient que le but de la peine capitale ne pouvait être atteint si le condamné ne comprenait pas la nature de sa punition. La défense insistait avec véhémence. Nous ne demandons pas l'impunité, nous disons simplement qu'elle est trop brisée pour être exécutée. Cette phrase devint un cri de ralliement pour ceux qui s'opposaient à son exécution, encapsulant la complexité morale de l'affaire. Il ne cherchait pas à l'absoudre de son crime, mais à faire valoir que son état mental la rendait inéligible à la peine de mort. Mais les tribunaux rejetèrent chaque appel. Encore et encore, malgré les diagnostics et les supplications, les décisions judiciaires confirmèrent la sentence initiale. Le système judiciaire, dans son interprétation, estima que malgré ses problèmes mentaux, Lisa Montgomery restait responsable de ses actes et par conséquent méritait la peine maximale. La justice, dans ce cas, penchait vers la rétribution, laissant de côté les considérations de vulnérabilité et de maladie. Et ainsi, le compte à rebours vers le dernier jour de Lisa Montgomery poursuivit sa marche implacable. 12 janvier 2021. Prison fédérale de Terre Haute, Indiana. Le décor était planté pour un événement qui resterait gravé dans l'histoire. Après une série d'appels de dernière minute qui se prolongèrent jusqu'à la limite de minuit, la Cour suprême des États-Unis donna son feu vert à l'exécution de Lisa Montgomery. Il était 23 heures la veille de son décès. Malgré les efforts juridiques désespérés, malgré les supplications de clémence et les arguments concernant sa santé mentale, la machine de la peine capitale était déjà en marche, inexorable, implacable. Lisa fut transférée dans la salle d'exécution quelques heures avant l'injection. L'ambiance était froide, clinique, impersonnelle. Chaque détail, chaque objet dans la pièce était conçu pour l'efficacité et la solennité d'un processus irréversible. Les gardiens parlaient peu. Le silence planait lourdement dans l'air, seulement interrompu par les sons métalliques des portes et les pas étouffés. Ils savaient que cette nuit-là, ils allaient entrer dans l'histoire. Ils allaient exécuter la première femme, en près de 70 ans sous juridiction fédérale. Un fait qui non seulement allait marquer un précédent, mais aussi raviver le débat sur la peine de mort aux États-Unis. Son dernier repas? Un classique du sud des États-Unis. Poulet frit, purée de pommes de terre avec sauce, petit pain sucré et un Coca-Cola. Un choix apparemment banal, presque anodin, en contraste avec le destin extraordinaire qui l'attendait. Elle mangea peu. Elle ne dit rien. La scène était désolante dans sa simplicité. Certains rapports indiquent qu'elle ne semblait même pas tout à fait consciente de l'endroit où elle se trouvait, ni de la signification de ces derniers instants. Son regard perdu, son apparent désintérêt pour la nourriture, tout laissait penser à un esprit qui avait déjà entamé un voyage vers un lieu inatteignable. Contrairement à d'autres condamnés, Lisa n'offrit pas de mots de fin. Elle ne cria pas, ne demanda pas pardon, ne déclara pas son innocence. Elle resta simplement silencieuse. Un silence assourdissant qui devint sa dernière déclaration. Ou peut-être
l'absence même de déclaration qui aurait pu exprimer le labyrinthe de son esprit. Selon les témoins présents, son visage ne montrait ni peur, ni paix. Il n'y avait ni larmes, ni expression de repentir. Juste un vide immense, comme si son esprit avait quitté ce corps bien avant que l'injection létale n'atteigne son cœur. Une métaphore sombre d'une vie marquée par la déconnexion et la douleur. À 1h31 du matin, elle fut déclarée morte. Elle avait 52 ans. Sa vie, un cycle d'abus, de traumatisme et un acte d'horreur, prit fin dans le calme d'une salle d'exécution, laissant derrière elle un héritage de questions sans réponse et un débat persistant sur la véritable justice. L'exécution de Lisa Montgomery déclencha une tempête d'opinion dans tout le pays et au-delà. Ce ne fut pas un simple acte judiciaire. Ce fut un catalyseur pour un débat national sur la moralité de la peine de mort, en particulier lorsqu'il s'agit d'individus avec un historique aussi documenté de troubles mentaux et de traumatismes. Des organisations de défense des droits humains, des psychiatres, des activistes et même des juges à la retraite protestèrent contre la décision de procéder à l'exécution. Leurs voix s'élevèrent dans un chœur d'indignation et d'inquiétude, dénonçant ce qu'ils considéraient comme une grave faille du système. Ils soutenaient que Lisa était mentalement inapte, qu'elle avait été victime de décennies de violences systématiques et que sa punition représentait un échec du système, et non son triomphe. Pour eux, exécuter une personne dans son état relevait de la cruauté et de l'inhumanité, une démonstration de l'incapacité du système à reconnaître la complexité de l'esprit humain et l'impact dévastateur du traumatisme. Ils estimaient que la société avait une responsabilité morale de protéger les plus vulnérables, même si leurs actions avaient été répréhensibles. L'exécution de Lisa, dans cette vision, n'était pas justice, mais la continuation du cycle de violence qui avait marqué sa vie. Même le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture intervint, demandant la clémence pour raisons humanitaires. L'inquiétude dépassa les frontières des États-Unis, devenant une affaire de droits humains au niveau international. La communauté mondiale observait avec attention, et la décision de procéder à l'exécution fut critiquée par beaucoup comme une régression dans le traitement des droits des prisonniers. Mais d'autres, y compris les proches de la victime, insistèrent sur le fait que la gravité du crime ne pouvait rester sans la peine maximale. La douleur de la famille de Bobby Joe Stinnett était immense et indéniable, et pour eux, l'exécution de Lisa Montgomery était la seule façon d'obtenir une certaine mesure de justice. Ils soutenaient que Bobby Joe aussi avait été victime d'un système qui ne l'avait pas protégée, et que sa fille avait été arrachée du ventre de sa mère dans un acte de cruauté inimaginable. Pour la famille, pardonner à Lisa revenait à oublier Bobby, une idée insupportable. Leur perspective se concentrait sur la victime, sur la souffrance infligée et sur la nécessité que la responsable rende des comptes de la manière la plus sévère possible. Le pays était divisé, et dans cet abîme légal et moral, une femme brisée fut exécutée sans même comprendre pleinement pourquoi. Cette division d'opinion illustra la profonde fracture dans la société américaine quant à la manière d'équilibrer la rétribution avec la compréhension de la maladie mentale et du traumatisme. Lisa Montgomery n'était pas un monstre au sens unidimensionnel du terme. Elle n'était pas non plus une héroïne. Elle fut une femme incarnant ce qu'une société peut permettre de pire à un être humain dès l'enfance. Abus, abandon, maladie, oubli. Sa vie fut une succession de tragédies accumulées, une spirale descendante qui commença durant son enfance et qui ne rencontra jamais une main pour l'arrêter. Les rapports sur sa jeunesse révèlent une horreur après l'autre. Des abus physiques et sexuels systématiques perpétrés par des figures d'autorité et des membres de sa famille, une enfance privée d'innocence et de sécurité, et une adolescence marquée par la dissociation et l'instabilité. Ces facteurs ne sont pas des excuses, mais ce sont des éléments essentiels pour comprendre l'esprit qui a fini par commettre un crime aussi atroce. Cela ne justifie pas le crime. Il est impératif de souligner que le tort infligé à Bobby Joe Stinnett et à sa famille est incalculable et que l'acte de Lisa Montgomery est inexprimablement inexcusable d'un point de vue moral et juridique. Cependant, cela nous oblige à nous poser une question. Combien de Lisa attendent encore ? Cette question résonne comme un écho persistant longtemps après que les gros titres aient disparu. Elle nous interpelle à aller au-delà de l'acte criminel et à examiner les racines du comportement humain.
Que faisons-nous de ceux qui commettent des atrocités, mais ont été victimes de pire dès avant de savoir parler? C'est une paradoxale déchirante. La victimisation précoce peut, dans des cas extrêmes, mener à la perpétration d'actes violents. Est-il juste d'exécuter quelqu'un qui a déjà été tué émotionnellement depuis l'enfance? C'est l'essence même du débat éthique et moral entourant le cas de Lisa Montgomery. Si la fonction de la justice est aussi la réhabilitation, ou au moins la compréhension, comment s'intègre-t-elle dans l'exécution de quelqu'un qui, en raison d'un traumatisme sévère et d'une maladie mentale non traitée, n'est pas capable de comprendre pleinement la portée de sa peine? Est-ce que c'est la justice ou la vengeance? La frontière entre ces deux notions devient floue dans des affaires aussi complexes. Pour certains, l'exécution fut l'aboutissement d'un processus juridique nécessaire pour punir un crime odieux. Pour d'autres, ce fut un acte de vengeance sociale, une façon de clore un chapitre sans aborder les causes sous-jacentes de la tragédie. La réponse à cette question varie profondément selon les croyances individuelles et la compréhension de la fonction de la justice dans une société. L'affaire Lisa Montgomery n'est pas une affaire de plus. C'est une fissure ouverte dans le mur de la justice américaine, une faille qui met en lumière les tensions entre la loi, la morale et la compréhension de la condition humaine. Elle nous parle d'une femme dont le crime fut atroce, un acte qui laissa une cicatrice indélébile dans la vie d'une famille et bouleversa une nation. Mais elle nous parle aussi d'une vie entière, qui fut un cri d'aide que personne n'a voulu entendre. Depuis son enfance, Lisa fut une victime d'un système qui ne l'a pas protégée, une société qui a échoué à reconnaître et à traiter ses blessures profondes. Et tandis que le monde continue de tourner, que les gros titres s'effacent et que les réseaux oublient, il subsiste une vérité suspendue dans l'air, une leçon douloureuse que nous devons retenir. La peine de mort n'exécute pas toujours des coupables dans le sens le plus strict du terme. Parfois, et ce cas en est un exemple éloquent, elle ne fait que mettre un terme à ce que le traumatisme avait déjà commencé. L'exécution de Lisa Montgomery, une femme avec un trouble mental si profond que sa propre perception de la réalité était remise en question, nous oblige à regarder au-delà de la surface du crime et à considérer le labyrinthe de facteurs qui peuvent conduire un individu à commettre des actes incompréhensibles. C'est un appel à réfléchir sur la nécessité d'un système de justice plus compatissant, mieux informé sur la santé mentale et plus proactif dans la prévention du traumatisme dès l'enfance. Car en fin de compte, l'histoire de Lisa Montgomery est un rappel sombre que le véritable coût de la négligence sociale peut être dévastateur et que les blessures non traitées peuvent, dans leur point le plus sombre, se manifester de la manière la plus destructrice imaginable. Quelles autres histoires de crimes complexes et de leurs origines crois-tu qu'il faudrait explorer avec cette même profondeur pour comprendre non seulement le quoi, mais aussi le pourquoi?